Bonjour, bienvenue sur la plateforme Au cœur de la marine pour ce deuxième numéro de la Ligne Bleue. Après le peintre officiel de la marine Nicolas Vial, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le premier maître Philippe Hartz, ancien commando marine et aujourd'hui skipper professionnel, soutenu par la marine et qui vient nous parler aujourd'hui de son métier et de ses nombreux projets de navigation. Philippe Hartz, bonjour. On est super heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes un marin d'active dont la mission principale est de faire rayonner la marine dans la course au large. Est-ce qu'on pourrait vous définir comme ça? Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Ma nouvelle mission, c'est de faire rayonner la marine dans la course au large, professionnelle. Comme on le souhaite le faire avec chaque marin qu'on reçoit, j'aimerais bien qu'on déroule votre film, votre fiche individuelle du marin, si vous le voulez bien, et si vous avez un petit commentaire à chaque fois. Je suis obligé de prendre mes fiches parce qu'évidemment, votre fiche est assez longue. Alors, en janvier 2004, vous vous engagez dans la marine en intégrant la belle école de Mestrance qui forme les officiers mariniers. C'est ça. Super, jusque-là, tout va bien. Vous devenez commando marine en passant le fameux stage et sa mythique cuve de l'Orient. C'est ça également. Le petit sourire en dit beaucoup. Fraîchement. Et puis, vous fixez un autre défi, et pas des moindres. Vous passez le cours en nageur, qui est réputé pour être l'un des stages, si ce n'est le stage le plus difficile de nos armées. Et vous le réussissez, et vous intégrez le prestigieux commando Hubert. C'est ça également. C'est ça. Vous êtes aujourd'hui instructeur à l'école de plongée, au pôle École Méditerranée à Saint-Mandrier. La voile est aujourd'hui au cœur de vos activités car vous êtes statutairement un marin militaire, mais vous êtes un skipper professionnel et vous préparez actuellement votre 3e édition de la course solitaire du Figaro. Jusque-là, c'est ça. Les fiches sont bonnes. On ne s'arrête pas là. Parallèlement à ça, vous êtes très engagé dans différentes grandes causes, comme le soutien aux blessés, mais aussi la protection de notre écosystème maritime. Alors, ma première question est simple. Comment vous arrivez à gérer tout ça en même temps? Comment j'arrive à gérer tout ça en même temps? Eh bien, en fait, quand on regarde une montagne, on arrive difficilement au sommet, donc il faut prendre les choses col par col. Donc, je prends les choses une par une. J'essaye de faire au mieux. Et puis après, advienne que pourra, on comptera les points à la fin. Comment on passe d'un combattant des forces spéciales à un skipper professionnel? Alors, bon, moi j'ai commencé la voile jeune, j'avais 7 ans sur les bords de l'Erdre à Nantes. Donc le milieu de la voile, je le connais, je l'ai arpenté. Maintenant, il y a eu un moment dans ma vie où arrivé dans la vie professionnelle, j'ai voulu voir un petit peu autre chose et c'est pour ça que je me suis engagé dans la marine. Et après, je suis revenu à la voile. Donc, je ne suis pas passé de l'un à l'autre. C'est que mes qualités de combattant sont venues compléter mes qualités de voileux. Et je crois que la présence de votre maman n'y est pas pour... il est vraiment non. Pour... Ah, c'est ça? De toute façon, dans l'histoire de chaque personne qui réussit quelque chose, il y a toujours des ingrédients qui sont ceux de son cercle proche, qui lui permettent de faire ses réussites, qu'elles soient professionnelles, individuelles, artistiques, peu importe lesquelles. Alors, considérant que vous êtes toujours dans la marine, de quelle manière l'institution vous a-t-elle soutenu et continue-t-elle de le faire? Alors, la genèse du projet, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire du Figaro. Je me suis engagé dans la marine, je me suis dit un jour, je ferai la solitaire du Figaro. Maintenant, je pensais la faire plus tôt. Je m'étais dit, ok, je vais faire un temps dans la marine et puis je reviendrai à la voile. La réalité, c'est que je me suis vraiment plu dans la marine et j'ai fait beaucoup plus de temps investi dans les forces que je n'aurais cru. Et donc, j'ai fait que repousser jusqu'au moment où je me suis dit, ok, là c'est le moment, j'ai servi, j'ai transmis, maintenant c'est le moment de repenser à mes envies, mes passions.
Donc je suis retourné à la voile et il y avait 2 montages. Soit je le faisais en trouvant un partenaire privé, ou il y avait une deuxième possibilité, ça c'était ma priorité 1, comme on dit, on définit des priorités, c'était de le faire aux côtés de la Marine nationale. Donc mettre en avant ce qu'est la Marine nationale, ce qu'est un marin, ce qu'est les valeurs militaires. Et donc c'était allier ma fibre militaire à ma passion, enfin au retour à ma passion. Donc par voie hiérarchique, j'ai proposé à mes états-majors, donc mon pacha à l'école de plongée, le commandant du PEM, on dépend organiquement de la DPMM, donc voilà, c'est remonté jusqu'au chef d'état-major de la marine, et je crois que c'était le 4 janvier 2021, ok, feu vert, ton projet, on le soutient, tu pars faire du Figaro en faisant rayonner la marine et en restant affecté à l'école de plongée. Donc voilà, j'ai des missions de formation des plongeurs dans la marine quand je ne suis pas en course, et en parallèle, je mène une carrière de skipper professionnel. Alors, au-delà du nom de votre bateau, hein, c'est donc Marine Nationale Fondation de la Mer. Comment vous essayez de rendre le soutien que la Marine vous octroie? Vous êtes un ambassadeur? On pourrait le dire comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc, je suis un vecteur public pour dire ce qu'on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on fait, en plus de tous ceux qui sont déjà en place, au public qui veut bien l'entendre. Alors, on va parler un peu du nerf de la guerre, parce que, en plus donc, de la Marine nationale et de la Fondation de la Mer, vous avez d'autres partenaires. Donc, je les cite, Technicatom, Maison Gatti ou encore Préligence. Est-ce que c'est suffisant pour boucler un budget? Alors, la genèse s'est fait un petit peu différemment. J'avais un budget nominal. Et puis, il y a un partenaire, mon premier partenaire qui embarque, le deuxième. Et donc, en fait, le premier partenaire qui a embarqué m'a dit, nous, on embarque pour tel budget. Donc, qui n'était pas le budget total. Donc, du coup, après, il fallait trouver une stratégie pour que chaque partenaire puisse se retrouver dans le projet. Donc, j'ai aligné tous les partenaires à ce budget. Donc, aujourd'hui, j'ai des tickets que je vends à mes partenaires qui ne sont pas négociables parce que je veux une équité entre mes partenaires. Donc chaque partenaire qui veut embarquer dans mon projet prend un ticket, et donc il y a des contreparties qui sont l'affichage bien sûr, mais aussi des échanges dans l'entreprise avec les collaborateurs. Je les embarque. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Alors, si je comprends bien, mais vous avez la pudeur de ne pas le dire, en fait, vous n'avez pas encore un budget idéal aujourd'hui. Est-ce que c'est quand on est finalement face à la difficulté que la notion d'engagement prend tout son sens? Oui, je crois. Sinon, c'est pas de l'engagement, sinon c'est que du plaisir et que on va dire, en batifolle. C'est comme dans la marine. Il n'y a pas d'engagement si c'est toujours facile. Là, c'est pareil. Quand j'ai lancé mon projet, il y a eu un effet un peu waouh, le commando dans la course, et donc j'ai trouvé mon budget, en tout cas escompté la première année, avec l'aide du CIRPA Marine, que je salue et que je remercie encore une fois, en à peu près un mois. Les aléas du monde économique font qu'il y a des partenaires qui ont disparu malheureusement, qui m'amènent aujourd'hui. Il y a eu aussi ma première année un appel à crowdfunding qui a très bien fonctionné, qui faisait à peu près l'équivalent d'un ticket de sponsoring. Donc un sponsor qui disparaît, le crowdfunding qui n'est plus là, et bah, du coup aujourd'hui je ne suis plus à budget nominal. Et donc aujourd'hui je ne pourrais pas pérenniser mon projet comme ça longtemps. Alors on va en reparler un petit peu plus tard, mais parlons de la course du Figaro. Donc c'est une course en solitaire, très exigeante, beaucoup de stress, des décisions de navigation très rapides à prendre. Comment vos expériences dans la marine vous ont donné les armes en fait pour affronter ce genre de course? Alors, moi j'avais une plus-value en tant que militaire pour cette solitaire du Figaro, où elle a cette réputation d'être très fatigante, éreintante, autant en termes de fatigue, mais en termes d'engagement moral et de difficulté. Donc ça, cette adversité, je l'ai rencontrée plus d'une fois dans ma carrière, que ce soit en stage ou en opération. Mais il y a une particularité du métier de commando, c'est on travaille cramé.
Donc c'est un petit peu ce que fait un solitaire au large. Vous nous expliquez ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est de travailler cramé? En gros, on travaille sous fatigue. C'est que du coup, l'enchaînement des activités fait qu'il y a un moment, on n'est plus à 100% de son potentiel. Typiquement, un athlète en général, il va aux Jeux Olympiques, il travaille son pic de forme au moment où il est aux Jeux Olympiques. Nous, c'est au bout de 5 jours, il y a un moment, il reste que ce qui reste. Donc moi, cette gestion de moi fatigué, je la connaissais déjà après plusieurs stages commando, parce que un commando remet son béret en question plusieurs fois dans sa carrière. Donc avec cet enchaînement de connaissances de moi-même dans ces stages, fait qu'en arrivant sur la solitaire du Figaro, je me connaissais quand j'étais fatigué. Donc je connais les signes précurseurs et je sais quand est-ce qu'il faut dire « ok là, il est le temps d'aller se reposer un coup pour être plus en forme derrière », etc. L'erreur du jeune figariste, c'est souvent de pousser jusqu'au bout, jusqu'au moment où il s'éteint. Et là, en général, il est plus très... Donc, au début, j'avais tendance à pas être un peu en deçà de ce que j'espère en termes de place, en tout cas la première année. Et puis, sur la fin de cours, j'avais tendance à grappiller. Donc c'est un peu cette gestion de la fatigue qui était un peu mon point fort sur cette première année. Alors, et puis la deuxième année, cette gestion, elle a apporté ses fruits, puisque donc l'année dernière, votre deuxième participation, vous faites podium dès la première étape. Aujourd'hui, vous allez faire la troisième. Quels sont vos objectifs? Alors, pour revenir sur la deuxième place sur la première étape de la solitaire du Figaro 2022, pour la petite genèse, en fait, je suis parti déjà cramé. Parce qu'à budget limité, eh ben, on en fait beaucoup plus dans l'année, ce qui fait qu'à la fin, eh ben, on est toujours un petit peu en retard et j'avais du travail à faire sur le bateau avant de prendre le départ. Donc quand je suis parti, j'étais déjà un peu cramé. Mais visiblement, ça a été un atout. Et ça a marché. Alors, des fois, il y a des événements qui font... Il y avait une option qui était jouable et j'étais bien placé au endroit. Il fallait la faire. On était un petit paquet à l'avoir faite et ça a bien marché. Donc après, en termes d'objectifs, puisque vous me posiez la question, les objectifs aujourd'hui, j'en avais les 2 premières années, je m'en étais fixé. Là, des objectifs sur cette solitaire, je veux bien faire le job. Et puis, on comptera les points à la fin. Je veux juste rien lâcher, mettre tout en termes de... Je ne veux pas chiffrer cette année ma prestation. On verra bien ce qui se passe, on verra bien où j'en suis. En plus, la physionomie de la saison a fait qu'on ne s'est pas beaucoup jaugé. Donc je reste pas discret, mais humble face à ce qui m'attend. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur votre métier, que les gens se rendent un peu plus compte de ce que vous vivez à bord, je vous propose de regarder quelques images. Moi, en plus, dans le gilet, j'ai une balise. Dedans, j'ai une flashlight qui s'auto-allume. Si mon gilet percute et que je suis dans l'eau, bah, il y aura une flashlight qui s'allume, même si je suis inconscient. Quand on a besoin de sortir le radeau de survie, déjà, on vérifie bien en amont, quand on l'a mis à poste, déjà, est-ce que la validité, il y a une vérification à faire. Donc, quand je le remets en place, je vérifie bien que je l'ai arrimé à bord. C'est arrivé, je balance le radeau. Au revoir. J'ai oublié de mettre la ligne. Et puis après, je commence pas à enlever mes petits nœuds avec les petites mains. On a un couteau qui est pas loin, on coupe. L'hélicoptère ne viendra jamais nous récupérer avec les matures, etc. Parce que c'est un danger, le mât pour l'hélicoptère, pour le plongeur qui vont descendre, ça c'est un danger quoi, pour le sauveteur. Il faut savoir que le temps d'un hélicoptère sur zone est compté par son autonomie tout simplement en carburant. Ça arrive que des hélicoptères partent, ils ont un petit temps limité sur zone, les gens font des erreurs qui ne permettent pas au secours de les récupérer. L'hélico, bah, il y a un moment, on va pas cracher un hélico parce qu'il y a un bateau en perdition. Ça sert à rien de mettre des gens en plus. Et ben les gens ils sont là et puis l'hélico il est reparti. On a perdu des gens parce que bah il n'y avait qu'une chance, ils ont raté leur chance. Alors avant de prendre le départ du Figaro, vous allez faire le Tour de France à la voile. Oui. En équipage. C'est ça. Alors racontez-moi, parce que je crois qu'il y a des figures imposées, si j'ai bien compris. Alors oui, c'est une renaissance un petit peu le Tour de France. Le Tour voile, c'est un peu une renaissance parce que il y a eu un changement de format de cette épreuve historique du paysage de la voile française, à savoir qu'elle était passée en trimaran. Et donc les nuits en mer n'étaient plus vraiment, comment dire,
l'ADN de la course, qui était son ADN d'origine, former des marins avec les meilleurs, et puis aussi des projets étudiants ou des projets amateurs. Là, on revient un petit peu à cet ADN avec le tour voile format Figaro 3, avec des équipages de 4 équipiers. Et la Fédération française de voile a voulu que pour cette renaissance, il y ait 2 jeunes à bord de moins de 26 ans, pour une volonté de transmission, et par rapport à une volonté de mixité, qu'il y ait une femme à bord. Donc moi, avant de connaître ces règles-là, j'avais généré une histoire avec des copains donc voilà, de ma génération. Et donc il reste Pierre Leboucher qui fera le tour voile avec moi en tant que co-skipper. Et j'ai dû trouver 2 jeunes à l'aide de mon ancien coach Mathieu Richard, qui est un grand nom de la voile française. Donc voilà les jeunes qui l'entraînent. Donc ce sera Elliot Ledem et Nel Castilla, qui sont 2 jeunes talentueux et qui ont un palmarès dans la voile légère qui les a devancés aussi. Alors comment vous allez le gérer ça à bord? Parce que ça fait, donc il y a de l'expérience et puis de la jeunesse. Ça ne veut pas dire de l'inexpérience, mais un peu plus, voilà, moins d'expérience. Alors là, je suis quand même passé instructeur à l'école de plongée et j'y suis toujours. Donc la notion de transmission, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. D'ailleurs, chaque marin est toujours en train de former ses pairs parce qu'il a un domaine de compétences qu'il peut apporter aux autres. Là, je suis skipper, donc c'est de ma responsabilité de former mes 2 jeunes équipiers. Donc avec Pierre, nous, on va avoir un regard bienveillant sur eux. Néanmoins, on s'est déjà entraîné. On a fait 3e au Spi Ouest France. On gagne le Grand Prix de l'école navale. Donc là, c'était à domicile, donc c'était forcément une belle épreuve. Pierre, lui, était sur une transatlantique, la Transat Paprec. Et du coup, on a navigué avec Mathieu Richard, donc, qui est notre coach qui avait entraîné la moitié de la flotte quasiment. Donc c'était sympa et c'était une belle histoire. Et là, avec Pierre, notre but, ce sera de rendre Nel et Elliot augmenter leur niveau de jeu au large, quoi. Et de nuit. Ce qui n'est pas courant dans la voile légère, c'est pas courant de passer une nuit en mer. Il y en a beaucoup qui ont passé leur première nuit en mer de grands marins pendant le Tour de France à la voile. Alors, dans une interview, vous avez dit « J'aime la mer parce qu'avec la mer, on ne ment pas, on est face à soi-même ». Alors, qu'est-ce que vous allez chercher en prenant la mer en tant que skipper après l'avoir prise en tant que, j'allais dire, marin, militaire? Alors, c'est pas de moi cette citation, elle est d'Éric Tabarly, du commandant Tabarly. Ah, d'accord. Donc du capitaine de vaisseau Éric Tabarly. Donc vous avez repris cette phrase? Ouais, c'était une citation. D'accord. Non, elle n'est pas de moi. Bon, donc je réouvre les guillemets, alors c'est ça. Voilà. Et donc la question était, avec la mer on ne ment pas. Elle n'est pas complète cette situation, hein, elle est un peu plus longue. C'est sûr que l'amateurisme en mer, quand on n'a pas été suffisamment rigoureux pour entretenir le matériel, pour anticiper, etc. Quand les choses commencent à tourner mal, les échappatoires peuvent être un peu réduits. Et alors heureusement, si on est proche des côtes françaises, on a la Marine nationale qui peut, le Search and Rescue, qui peut venir nous récupérer. Mais encore une fois, c'est pas être un bon marin que de compter là-dessus. Donc voilà, moi je ne veux pas être dans cette situation où j'ai besoin d'autrui pour pouvoir rentrer à terre. Donc ça s'anticipe, il faut naviguer en bon marin. Alors souvent en Figaro, on a tendance à ne pas naviguer en bon marin parce qu'on navigue surtoilé, il y a un peu un adage, si tu choques, t'es un lâche. Donc voilà, il faut savoir lâcher au bon moment parce que notre job c'est aussi de terminer les courses, quoi. Donc pour l'instant, moi je suis arrivé à 100% de mes courses depuis 3 ans et je compte bien continuer comme ça. Par une anticipation, par une certaine rigueur, et voilà, en étant le plus professionnel possible. Alors on parlait d'Éric Tabarly, du capitaine de vaisseau Éric Tabarly. C'est difficile quand on vous écoute et qu'on voit votre parcours de ne pas faire le parallèle. Est-ce que pour vous c'est une figure inspirante? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est totalement inspirant et ça l'est d'autant plus quand je regarde les images d'archives. Il avait une parole toujours sage et assez inspirante.
J'invite vraiment les gens qui regarderont l'émission à aller voir les archives INA du commandant Tabarly. Donc oui, j'ai pas trop d'idoles, mais il y a forcément des gens qui m'inspirent et le commandant Tabarly en est vraiment tient une bonne place dans les gens qui m'inspirent. Ça me fait penser à ce que quand on avait un peu préparé cette émission, je vous demandais un peu qu'est-ce qui pourrait vous définir et vous m'avez dit dans l'ordre, il y a un certain côté donc bleu, blanc, rouge, militaire et marin spécialiste. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me revenir un peu là-dessus? Pourquoi? Alors ça, c'est issu de ma formation. C'est ce que nous avait dit du coup le commandant de l'école de Mestrance. Il dit d'abord vous êtes français, vous êtes militaire, marin et spécialiste. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Un, on sert les trois couleurs. On est au service de notre nation, de nos valeurs françaises. Et après, il y a une conduite et chacun doit se diviser la tâche. Il n'y a pas que les militaires qui servent la France. Il y a beaucoup d'autres institutions et même des entreprises privées, des associations. On est tous au service de notre vivre ensemble, notre esprit d'équipage propre, enfin cher à notre marine. Donc voilà, cet ordre-là, je suis français, militaire, marin et spécialiste. Alors, un de vos projets, on pourrait même dire de rêve, c'est de participer à la course Vendée Globe. Qu'est-ce qui vous attire dans cette course? Alors, quand j'étais petit, ça ne me faisait pas du tout rêver. J'étais plutôt vraiment la course qu'on appelle inshore, la course à la journée en bateau. C'était un jeu qui me plaisait beaucoup. Le niveau de jeu a augmenté en allant en Figaro. Il fallait que je sache si la course en solitaire me plaisait au large. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus étoffé. C'est deux mondes qui se connaissent pas toujours, la voile inshore et la voile offshore. Donc la voile le long des côtes et la voile au large. En allant faire de la voile offshore, surtout en solo, j'ai appris beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que quand on fait de la voile près des côtes, c'est le système météo qui se déplace sur nous. Se déplacer dans le système météo en plus rajoute de la complexité, avec beaucoup de paramètres en plus, comme je disais, la gestion de fatigue, de la gestion de projet. Il y a vraiment beaucoup de paramètres en plus à gérer. On ne peut pas gérer, on ne peut pas aller dans le niveau de détail qu'on peut avoir dans la course inshore, parce qu'en plus c'est souvent de l'équipage, du coup la tâche est divisée. Donc là on essaye de faire, c'est un peu comme le commando, on ne peut pas tout faire bien, parce qu'on a tellement un spectre de mission qui est tellement large. Et ben il faut être un champion du monde dans un domaine et avoir des gros points noirs. Et ben ça c'est pas tellement ce qu'on cherche quelqu'un qui est bon partout. Et ben c'est ça, celui qui gagne au large, c'est un peu celui-là. Il est pas excellent dans un endroit, et souvent il va être bon partout, il n'a pas de gros points noirs. Et si on pousse le concept, partir sur un Vendée Globe, c'est cette évolution ou un gros projet à taille humaine. Là, en Figaro, on est encore sur un projet qu'on peut gérer de façon individuelle, même si il y a Émilie, mon épouse, qui m'aide beaucoup dans ce projet, et je le remercie. Ce projet Vendée Globe, humainement, je le vois comme quelque chose de très fort, parce que sans l'équipe, on ne fait rien. Et au Vendée Globe, la victoire se fait, la moitié est faite déjà au départ. C'est ce que disent ceux qui l'ont gagné. À la fin, vous voyez à l'arrivée de la Route du Rhum, toutes les grandes courses, ils disent tous merci à toute mon équipe, vous avez été au top. Parce que nous, c'est un peu comme le commando qui est mis en place par une frégate, etc. On vient mettre le point final à un objectif. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est le skipper vient mettre un point final à un travail d'équipe. Alors il y a le travail d'équipe, bien sûr, l'entourage, très important pour vous. Vous avez besoin aussi de travailler en confiance. Comment on prépare, est-ce qu'on prépare un Figaro et un Vendée Globe différemment? Encore une fois, le budget va conditionner beaucoup de choses. Ce qu'on appelle le RH, la ressource humaine, c'est quelque chose qui, si on est dans le monde professionnel, coûte. Et aujourd'hui, typiquement, cette saison, je n'ai pas pu m'entourer pour l'instant d'un préparateur. Donc forcément, pour moi, c'est du travail en plus. Donc oui, ce RH, donc là il y a un parallèle vraiment à faire entre le skipper et l'entrepreneur, parce que il faut savoir générer des fonds
qui vont pouvoir générer du RH et qui vont pouvoir générer à la fin aussi de la victoire. On est dans un sport mécanique, souvent le budget joue dans la victoire finale, même si c'est qu'une partie de l'équation. Avoir un grand budget et puis pas savoir l'utiliser, c'est comme avoir une belle frégate et pas avoir le mode d'emploi, quoi. Donc dans ce projet-là, aujourd'hui en Figaro, on est sur de la monotypie. On a tous le même bateau, les bateaux sortent du même moule. Donc quand on prend le départ, on a quand même les mêmes bateaux. C'est juste la fatigue en plus qu'on a en prenant le départ. Mais sur un projet Vendée Globe, savoir s'entourer des bonnes personnes, les garder, les fidéliser, parce que, entre guillemets, ils ont envie que leur skipper gagne, ils ne sont pas juste en train de pointer au boulot, il faut de la passion, ce sont des métiers passion. Ça, il va falloir que je sache m'entourer des partenaires qui vont pouvoir financer ce projet et du RH qui va pouvoir monter ce projet victorieux. Si on fait, comme on dit, quand on prépare une opération, on démonte la chaussette, on fait une frise chronologique. Et en fait, si on fait une frise chronologique pour un départ en 2028 pour le Vendée Globe, dans le rétro-planning, il faut commencer à naviguer le plus tôt possible. Avant ça, il faut se poser la question, est-ce qu'on va construire un bateau? Si on construit un bateau, il faut réserver un architecte, il faut réserver un chantier et s'entourer le plus tôt possible des personnes qui vont, clés en tout cas, du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prochain départ du Vendée Globe est en 2024. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un petit peu ce noyau dur. Il faut que ça commence maintenant. Et ça commence maintenant parce que s'entourer des personnes pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un bateau existant? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un... Parce qu'il y a un game changer, il y a une règle qui change et que du coup, les architectures du bateau vont changer. Voilà, il y a vraiment un choix à faire. Et dans ce choix-là, il faut pouvoir le commencer le plus tôt possible. Plus on retarde, plus on est tard dans la frise chronologique, et moins on s'ouvrira d'options vers la victoire. On va bientôt terminer cette émission, le temps passe très vite en votre compagnie, c'est top. Je voudrais juste revenir sur un des mantras que vous partagez à vos élèves de l'école de plongée à Saint-Mandrier. J'espère qu'elle est de vous, cette phrase, parce que sinon, c'est soyez fort dans les échecs et discret dans la réussite. En quoi cette maxime est-elle importante pour vous? Non, elle n'est pas tout à fait de moi. Elle est souvent, en fait, il y a beaucoup de pitch, comme on dit bien, les punchlines qui sont reprises de maître de cours en maître de cours ou d'instructeur en instructeur. Donc c'était d'un instructeur précédent et elle est très vraie. Parce que un nageur de combat, comme d'ailleurs c'est valable pour tous les êtres humains, celui qui a la victoire, qui fanfaronne dans sa victoire, ça fait pas un superbe vainqueur. Quand on parle de Zinedine Zidane, je trouve que c'est un formidable athlète parce que justement quand il gagne, il est discret, il a eu beaucoup de travail derrière, c'est obligé. Il y a un talent, il y a un travail, c'est souvent comme ça d'ailleurs, ceux qui gagnent, c'est plus de travail que de talent en général. Le talent, c'est ce qui rassure quand on est jeune. Le travail, quand on arrive chez les pros, c'est souvent ce qui fait la différence. Et j'aime bien cette image de Zidane parce que voilà, il est discret quand il gagne. Et être fort dans l'échec, c'est qu'il y a un moment dans une réussite, à la fin dans la réussite, c'est forcément passer par des échecs. Et les échecs sont beaucoup plus constructifs que les petites réussites. Parce que là, on en apprend. Alors que quand on réussit, on ne sait pas là où on a mal fait. On ne se pose pas de questions, on se pose moins de questions. Donc être fort, alors principalement pour le cours nageur, on est entre guillemets en pédagogie par l'échec. Donc les échecs, en gros on prend un concentré de champions du monde et on les met en situation d'échec. Parce qu'on est chez nous, sous l'eau on est chez nous, et on vient les mettre, les titiller dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils savent pas faire. Et donc là, c'était quand j'étais instructeur nageur de combat, on venait les mettre dans ces situations-là. Et il fallait qu'ils soient forts puisque c'était des situations qu'ils allaient vivre dans la durée. Donc soyez forts dans vos échecs et discrets dans vos réussites. Parce qu'on ne leur disait jamais quand c'était bien. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des échecs et n'y aurait-il pas que des apprentissages? Ça, c'est Gandhi, je crois, qui dit ça. Absolument. Ouais. Alors, pour terminer, moi, je voudrais m'adresser à tous les
partenaires, marques, annonceurs, qui seraient intéressés pour accompagner un militaire et pour qu'il les aide à naviguer et surtout à gagner des victoires. Ben voilà, c'est ouvert. Vous savez à qui vous adresser. Philippe, merci beaucoup pour cet échange. C'était un bonheur. Et puis je vous propose de nous quitter. Vous voulez un petit mot de la fin? Non, merci Bruno de m'avoir accueilli. Ça fait vraiment plaisir. Et cet échange était juste un vrai plaisir pour moi. Une première de faire un interview comme ça dans un cadre aussi propre c'est gentil. Et préparé. Donc, voilà, c'est une première pour moi, un studio. Donc merci pour l'accueil. Le plaisir a été totalement partagé. Je vous propose qu'on se quitte en images avec vous sur les flots. Avec plaisir.